CAPA, ils veulent tuer le chômage. Voilà, donc il y a un vrai problème. On s'applaudit. C'est une boîte qui est quand même bien avancée parmi toutes les startups qu'on connaît, qui a déjà levé plus d'1 million, c'est combien? 1,7 million. 1,7 million. Stéphanie, elle a une vraie expérience, une vraie carrière derrière. Elle a évolué dans des grands groupes, elle va nous raconter tout ça. Et elle a aussi déjà précédemment été dans des grandes startups, ou du moins accompagné des startups qui ont été loin, donc Kype. Et c'est un combat de tous les jours, donc vous allez le voir, c'est une boule d'énergie. Et surtout quand on s'attaque à un problème comme ça, tuer le chômage, et qu'on a dans ses interlocuteurs des gens comme Pôle emploi, par exemple, avec qui il faut dealer. Elle nous racontait en fait comment elle fait pour avoir comment elle veut tuer en fait le chômage, comment elle fait pour avoir des millions d'offres sur son site, et comment ça se passe au quotidien quand on est une femme entrepreneur. C'est très important aussi. Écoutez, moi je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui, vraiment. Voilà, j'aime beaucoup ces moments-là. Alors, deux choses qui m'ont marquée. D'abord, c'est ma vie personnelle. Je crois que ça m'a construite, c'est-à-dire que je ne le raconte pas souvent, mais finalement, avec du recul, ça m'a vraiment forgé le caractère. C'est-à-dire que moi, j'ai perdu mon papa très jeune. Et je me souviens, ce jour-là, je me suis dit, soit je me tire une balle, soit je vais essayer de toute façon dans ma vie de faire les choses dont j'ai envie et des choses qui servent aux autres, parce qu'autrement, ça n'a pas de sens. Et ça m'a vraiment toujours guidée. C'est-à-dire que je me suis dit, si c'est pour faire une vie plan-plan, conventionnelle, etc., il y a plein de gens qui supportent ça. Moi, ça m'est insupportable de me dire qu'un jour, je vais partir et que j'aurai laissé aucune trace. C'est pas tellement arrogant, hein, je pense que c'est plus un instinct de survie, de se dire que finalement, le fait de faire quelque chose, ça prolonge un peu ma vie. Bon, voilà. Et donc, depuis assez petite, je me suis dit que le seul moyen de laisser une trace, c'était d'être entrepreneur. Alors, il y en a d'autres qui choisissent d'autres trucs, mais en tout cas, moi, j'ai toujours pensé qu'un jour dans ma vie, j'aimerais bien reprendre une entreprise et la faire grandir ou créer quelque chose. Voilà. Et en revanche, je me suis dit que commencer tout de suite, à 18 ans ou 20 ans, j'en avais pas forcément les capacités, et parce que j'avais pas d'entrepreneur autour de moi, je savais pas ce que c'était. Donc, j'ai toujours pensé que pour progresser, professionnellement, pardon, hein, c'est peut-être des grandes théories, mais on en discutera après, soit il fallait être un hyper spécialiste dans quelque chose, soit il fallait quand même avoir une formation assez généraliste. Donc je me suis dit, eh bien, je vais plutôt choisir la deuxième voie si un jour je veux diriger une boîte. J'étais persuadée qu'il fallait des compétences en finance, des compétences en market, des compétences en management, des compétences commerciales. Donc en fait, les 15 premières années de ma vie, je suis rentrée dans un grand groupe TF1, et j'ai eu la chance j'ai eu la chance de progresser et de pouvoir jongler d'un poste à un autre. Donc j'ai fait de la finance, j'ai fait du market, j'ai dirigé un service. Et puis il y a un truc qui m'est tombé sur le nez, c'est en 2002. Je crois que les gens se disaient, bon, elle est un peu chiante, hein. D'ailleurs ça m'est resté cette image, elle est chiante parce que finalement elle n'aime pas les conventions et tout. Mais 2001, crash de la bulle Internet. TF1 avait investi énormément d'argent et se dit, bon, on va tout fermer parce que de toute façon, Internet, c'est mort. Et puis, je vous assure, hein, non mais ça vous fait marrer, mais Internet, c'est mort. Et donc, en gros, mon boss, je crois qu'il avait bien compris que j'étais un peu une mercenaire, se dit, bon, de toute façon, mort pour mort, Stéphanie, ça t'intéresse, t'as 1 an pour remettre le truc à flot, si dans 1 an, c'est vraiment mort, bah, on fermera. Et je me souviens de la réaction de mes potes qui me disaient, mais t'es timbré, quoi. Internet, c'est mort, quoi. T'imagines, c'est has-been, regarde, tu vas quitter la télé, machin. Et en fait, il y avait un truc, moi, qui me faisait chier sur la télé, c'était que quand t'arrivais sur TF1, tu regardais le programme et tu pouvais rien choisir. Et je me suis dit, mais Internet, en fait, je vais pouvoir, je vais pouvoir découper les programmes, 2001, hein, je vais pouvoir découper les programmes et peut-être mettre la télé sur Internet, mais par petits bouts. Encore une fois, je sais, ça vous paraît débile, mais 2001, ça n'existait pas. Ouais. Et je me suis dit, non, mais finalement, ce truc, il y a quand même des trucs à faire, quoi. Je sais pas, j'ai senti que c'était un média extraordinaire, quoi. Et que finalement, les autres médias, c'était ringard. La presse, une fois que c'est paru, tu t'en sers
faire tes épluchures de pommes de terre. La télé, tu peux pas la bouger. Donc je me suis dit, ce truc, ça va nous changer la vie. Donc j'ai pris le challenge, voilà. Et donc je suis encore restée 5 ans. En particulier, je m'occupais de tous les sites Eurosport. Je les ai lancés en Chine, en Russie, en Scandinavie. On est devenu numéro 1 en Europe. Et là, encore une fois, les rencontres dans la vie. Les rencontres dans la vie, c'est clé, quoi. Et je vous le dis parce que quelquefois, c'est chiant de parler aux gens. Puis on n'a pas tous des capacités d'empathie ou on n'est pas forcément d'humeur. À ce moment-là, je rencontre un monsieur qui avait cofondé Quelcou et qui était devenu, il venait de vendre Quelcou et Yahoo. Je le rencontre pour faire un partenariat avec Yahoo pour que les sites Eurosport deviennent numéro 1 en Europe. Et il me dit banco. Alors que Yahoo, honnêtement, tu vois le N-23, puis le N-22, puis tu attends 24 mois, puis il ne se passe rien. Et là, je rencontre par hasard ce type qui me dit « Ok, on y va ». Et donc, on a fusionné les sites de sport Yahoo et les sites Eurosport. On est devenu numéro 1 en Europe. Et une fois qu'on était numéro 1, bon, c'est un peu moins chiant. C'est un peu plus chiant quand on est numéro 1. Il me dit Stéphanie, viens, on part. Parce que lui, il partait de chez Yahoo. Il dirigeait Yahoo Europe à l'époque. Il me dit « Viens, on part. Je vais racheter une boîte en Suède. Mais tu ne peux plus rester là parce que c'est schizophrénique. Parce qu'un grand groupe, par nature, quand TF1 fait... je sais pas combien, 1,5 milliard d'euros de business sur la télé et que toi tu arrives et tu dis bon les gars on va peut-être vendre un peu de pub sur internet. Non mais attends, toi tu vas vendre ta pub 20 € du CPM, nous on vend des spots 15 000 €, tu vas nous tuer le business. Pourquoi c'est hyper dur pour un grand groupe d'aller sur internet et de disrupter un marché? Parce que quand tu fais 10, 20, 30 milliards d'euros, tu dis oh putain attendez, comment je vais couper mon business et repartir à 10, donc j'étais à 30, je repars à 10, puis je vais peut-être faire un truc avec Internet, c'est quasi mission impossible. C'est pour ça qu'on a une chance extraordinaire. C'est pour ça qu'on peut arriver sur le marché des taxis et tuer G7. C'est pour ça qu'on peut arriver sur le marché de l'emploi et tuer Cadre Emploi ou Monster. C'est pour ça parce que une fois qu'on est très installé, c'est très compliqué de bouger. Ça, gardez-le en tête parce que c'est ça qui fait que ça marche à tous les coups, quoi. Ça marche à tous les coups. Bon, pour faire très vite, finalement, il ne rachète pas sa boîte en Suède, il devient partenaire chez Index. Pour vous raconter la petite histoire, il était là... qui est un des plus gros fonds de capital risque en Europe. Pour la petite histoire, il était à la soirée The Family la semaine dernière. Juste, il arrive, là, on discute. Il me dit, bon, Stéphanie, quand est-ce qu'on se voit? Il venait juste de mettre Candy Crush en bourse pour 7 milliards, quoi. Et là c'est assez rigolo, voilà. Bon, voilà. Et donc, on se voit, on parle de CAPA. Bon, et tout ça pour faire la petite histoire. Lui, il part chez Index. Moi, entre-temps, je me dis, finalement, c'est cool de diriger une boîte, mais je n'avais pas encore l'idée de créer la mienne. Hein. Donc, j'ai été recrutée par un fonds d'investissement pour diriger une petite boîte qui s'appelle Kype. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Kype. Kype, j'y suis arrivée, on était 5, dans un petit appartement au-dessus du McDonald's à Hambourg, en Allemagne. Ça avait été fondé par un Allemand. Et en 3 ans, on est devenu numéro 1 en Europe. On avait 25 millions de visiteurs uniques. Et on a été racheté par Yelp, qui était le leader aux États-Unis. Et donc là, on vend Kype à Yelp. Et là aussi, là pareil, moi je venais d'un groupe média et je rencontre le fondateur de Kype qui me dit « Bon Stéphanie, t'inquiète pas, les internautes ils vont écrire des avis ». Et moi je sortais d'une boîte où je dirigeais 120 journalistes, où je leur faisais la grille éditoriale en disant « Bon les gars, cette semaine on va faire ça comme article, ça comme article ». Et là je découvre le monde, je découvre les réseaux, quoi. Le monde où le fondateur de Kype me dit « T'inquiète pas, tu vas voir, les avis vont tomber tout seuls ». Je dis « Mais non, bien sûr que non, il va falloir qu'on paye des gens pour écrire ». Il me dit « Non, non ». Et encore une fois, on était en 2006. 2006, et là, moi, je me disais, mais non, les gens, ils ne vont pas écrire gratuitement sur Internet, donner leur avis, ils ont autre chose à foutre. Ah ben non, les gens, ils ont envie d'exprimer leur avis, ils ont envie, et puis surtout, le fait de créer une communauté. Et là, je découvre que créer une communauté, ça... En fait, il ne faut surtout rien faire, vous voyez, le truc magique, là. Dès que ça prend, comme ça, puis surtout, tu touches à rien. Un truc qui est super important, je pense, excusez-moi, je me suis dit que ce qui était cool aujourd'hui, c'était peut-être de partager des conseils avec vous. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte que c'est vraiment des trucs magiques, hein, que je vous dis. Un truc qu'il faut que vous soyez, c'est soyez curieux. Soyez curieux. Et surtout, on verra après, il y a des leçons hein, qu'il faut que vous gardiez en tête, en particulier sur une levée de fonds. Pourquoi telle boîte réussit à faire une levée de fonds et pas d'autres? Je vais vous donner 4 points. Vous les gardez toujours en tête. Si un jour vous réussissez à avoir ces 4 points au même moment, vous réussirez à faire votre levée de fonds. Et ça, c'est leçon, quoi. A, B, C, D. Tu as A, B, C, D, tu fais ta levée de fonds. Mais là, il faut être curieux, quoi. Moi, c'est-à-dire que dans mon caractère, je me dis, rien n'est jamais acquis. Jamais. Donc, il faut être curieux, faut comprendre ce qui se passe, faut sentir les tendances. Alors après... Ça, en revanche, excusez-moi, je ne sais pas comment l'expliquer. Il faut sentir qu'il y a des choses qui vont se passer et que ça va bouger.
Par exemple, je parlais donc justement avec Dominique Vidal de chez Index, quand il était là après avoir mis l'après-midi à 15h son truc en bourse pour 7 milliards. Et je lui dis, tu t'intéresses à quoi en ce moment? Tu as envie d'investir dans quoi? Et il ne se cache pas. Il me dit, bah, tu vois, je vais investir dans l'ubérisation des services. Je dis, oh putain, concept. Et donc, il me dit, et là, on discute, il me dit, tu vois, Uber, ils ont changé un truc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, partout dans le monde, il y a un problème d'emploi. Et donc, les gens se rendent compte qu'aujourd'hui, il va falloir qu'ils créent leur propre emploi. Pas tous, hein, tout le monde n'est pas capable de le faire. Mais il y a beaucoup de gens qui se disent, bah, finalement, c'est bon, là, je ne vais pas faire ma vie dans une boîte où on va me dire ce que j'ai à faire en CDI, parce que de toute façon, dans 10 ans, il n'y aura plus de CDI et que machin. Et donc, il me dit, Uber vient de créer un nouveau marché, c'est-à-dire que Uber montre à des gens qui peuvent devenir leurs propres entrepreneurs sur un nouveau marché. Donc Uber hein, les taxis, en gros, j'ai ma caisse, je m'inscris chez Uber et demain, je suis taxi pour Uber. Mais du jour au lendemain, comme ça, j'ai créé ma boîte, entre guillemets, hein, parce que bon, je simplifie avec ça, mais j'ai créé ma boîte, j'ai créé mon propre emploi, je gagne mon propre argent, je reverse une com à Uber, parce qu'eux, ils s'occupent du market, ils ont créé le business et tout, mais voilà. Et donc, il me dit, moi, dans les 24 prochains mois, je vais être très attentif aux boîtes qui vont créer un marché et permettre à des gens de devenir leurs propres entrepreneurs. Mais ça peut être peut-être, donc pas plus sur le marché du taxi, il y a Uber maintenant, mais... Toc, toc, toc. Toc, 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 ça peut être... Alors, lui, en revanche, il dit un truc qui est important. Il dit que, par exemple, TaxRabbit, aux États-Unis, faisait ça. C'est un site C2C, c'est-à-dire, moi, Stéphanie, j'ai envie de donner des cours de maths. Je m'inscris sur le site et je propose de donner des cours de maths. Ça, il n'y croit pas, par exemple. Et c'est pour ça que TaskRabbit, après avoir fait beaucoup de levées de fonds, est en train de s'écrouler. Lui, ce qu'il croit, c'est qu'il faut être un vrai professionnel pour apporter un vrai service. Donc Uber, par exemple, bah, les mecs, ils ont déjà été chauffeurs, par exemple, à Roland-Garros, etc. Ils savent se tenir, ils arrivent toujours, ils sont beaux gosses, ils sont en costard, etc. Donc c'est des vrais professionnels qui pourraient travailler sur G7, mais non, ils ont vraiment été chauffeurs avant. Et donc, c'est des professionnels, mais qui créent leur boîte au sein d'une structure. C'est clair ce que je dis ou pas? C'est clair. Ouais. Donc après, bah, concrètement, par exemple, ça c'est une idée. Hein. Index, qui est un des plus gros fonds en Europe, ils ont, je ne sais plus combien, 800 millions. 800 millions. Index, dans les 24 mois, tous les partenaires d'Index vont vraiment regarder ça. Alors si vous arrivez sur le marché du taxi, ça va être un peu compliqué, les gars. Oui. Mais je ne sais pas, il y a peut-être des choses à faire dans la santé, il y a peut-être des choses à faire, dans l'agroalimentaire, il y a peut-être des choses à faire, bon, voilà. Il y a peut-être des choses à faire dans l'éducation. Il y a peut-être, voilà. Moi, je suis persuadée que c'est la diversité qui fait la richesse, quoi. C'est-à-dire, par exemple, chez CAPA, il y a des gens qui sont diplômés, il y en a qui n'ont même pas le bac. Il y a, dans l'équipe tech, il y en a un qui a 53 ans et un autre qui en a 22. Il y a des noirs, il y a des blancs. Et moi, je suis persuadée que le monde qui réussit, c'est ça. Si on passe à côté de ça, on ne réussit pas. Donc après, il faut avoir cette capacité-là aussi d'écoute. Hein. C'est super important alors, vous allez voir en tant qu'entrepreneur, le plus dur, il y a deux choses qui sont dures, c'est la remise en question perpétuelle. C'est-à-dire, putain, il y a peut-être une nouvelle boîte qui arrive, ok, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi? Mais moi, est-ce que je reste sur mon modèle, là où lui, il va faire plus fort que moi? Donc le problème d'un entrepreneur, c'est la remise en question perpétuelle. Et en même temps, il ne faut pas se remettre trop en question parce que aussi, quelquefois, il faut donner du temps à sa boîte, à son modèle économique pour que ça marche. Et puis, le deuxième challenge, c'est la prise de risque. Il faut aimer le risque. Il faut aimer se mettre en danger. Donc, je pars à Hambourg pendant 3 ans. Je fais les allers-retours. Je bosse comme un chien. Et on commence à 5, on termine à 130. On se fait racheter. Et donc, je rentre en France et je me dis, il va falloir que je cherche du travail. Et donc, mais avant ça, chez Kime, j'ai fait 3 levées de fonds. Et alors, les 4 points qu'il faut absolument avoir, selon moi, mais... Vas-y. Alice nous dira. Premier point, il faut avoir une équipe. C'est-à-dire que de plus en plus, les fonds d'investissement n'investissent pas sur un homme, mais sur une équipe. Donc par exemple, pour CAPA, on était 4 cofondateurs. Quand on est 4 cofondateurs, il y avait le CTO, qui était un mec qui est capable de développer le site, donc qui a vraiment l'expertise technique. Il y avait l'expertise marketing. Pas n'importe quel CTO. Ouais, il venait, il avait un putain de background. Alors on avait tous... un vrai super background. Ouais, après je vous donnerai peut-être les... Ouais. Mais un putain de CTO, un putain de CMO, c'est-à-dire quelqu'un qui sait marketer et qui va savoir
mener des politiques d'acquisition. Parce que quand on va sur le web, à un moment, c'est bien d'avoir un produit, mais il faut faire venir les gens sur son produit. C'est comme moi je dis toujours, on peut avoir le meilleur shampoing, s'il n'est pas référencé dans le supermarché, il ne sera jamais vendu. Donc un CTO qui est capable de développer le produit, un CMO, un Chief Marketing, qui est capable de faire venir les gens, donc qui est capable de mener des politiques d'acquisition, quelles qu'elles soient. On avait notre petit bébé, il avait fait les pita et les secs, mais il avait le sens du produit et de l'expérience utilisateur. Et puis moi, qui avais déjà fait des levées de fonds, mené une start-up, et plutôt la partie comment on prend une boîte de zéro et on l'amène à 50 millions d'euros. Voilà, donc premier truc, avoir la team. Avoir la team. Deuxième truc, et ça, les investisseurs vous diront toujours, s'ils ont la bonne équipe, mais même s'ils ne sentent pas très bien le projet, c'est pas grave pour eux parce qu'ils savent que l'équipe sera capable de retourner, de faire des pivots, ce qu'on appelle faire des pivots. Deuxième truc, avoir un gros marché. Ça ne veut pas dire que si votre rêve, c'est de monter une boîte pour la bouffe des furets, c'est une erreur. Sauf que la bouffe des furets, ce sera un tout petit marché, vous pouvez être leader sur votre marché, vous pouvez très bien gagner votre vie, vous pouvez être super épanoui, sauf que ça n'intéressera pas un fonds d'investissement. Voilà. Donc ça ne veut pas dire que vous ne devez pas le faire, ça veut juste dire que ça n'intéressera pas un fonds d'investissement et que donc c'est une autre histoire. Mais il faut aller sur un gros marché. Donc un gros marché, c'est un marché à plusieurs dizaines de milliards d'euros. Voilà. Il faut aller sur un très vieux marché. C'est-à-dire un marché sur lequel il ne s'est pas passé grand-chose depuis plusieurs années. Et ensuite, il faut montrer aux investisseurs pourquoi et comment vous allez disrupter ce marché. Donc je vais vous prendre l'exemple de Kappa. Kappa, moi, mon premier objectif, ça a été de réunir l'équipe. Donc comme je vous le disais, on était 4. Et à nous 4, on est restés tout seuls pendant pratiquement 1 an. Parce qu'à nous 4, on a créé le produit, on a développé le produit, on a commencé à acquérir des mecs. Moi, j'ai fait la levée de fonds, etc., etc. Donc à nous 4, on était capable de développer la boîte tout seul et on n'avait pas besoin d'aller chercher des compétences à l'extérieur. Ma particularité, parce qu'au début, j'étais toute seule et après, je suis allée chercher l'équipe, c'est que je n'avais pas d'a priori sur le business. C'est-à-dire, j'ai jamais rêvé depuis toute petite de faire un site qui allait vendre des chaussures. Voilà, j'avais pas d'idée. J'avais pas d'idée. En revanche, ce que je savais, c'était qu'il fallait que je trouve la bonne équipe, le bon marché, le gros marché où il n'y avait pas eu de disruption pour pouvoir le disrupter. Donc moi, en fait, je ne suis pas arrivée en me disant je suis passionnée de cinéma et donc je vais créer un truc sur le milieu du cinéma. Je vais être trash, rien à foutre. J'aurais pu faire des shampoings, j'aurais pu vendre des chaussures, rien à foutre. Moi, c'était vraiment, j'étais plutôt dans quelque chose de très rationnel. Et donc, j'ai appliqué ces 4 points. Donc, je suis allée chercher l'équipe. Je n'avais pas encore le sujet, mais je suis allée chercher l'équipe. Et en fait, on a un contre-exemple, parenthèse, voilà, de tout ce qu'on a vu, mais c'est super intéressant aussi. Exactement. Ouais. Mais je suis... Non, mais comme quoi, vous voyez, il n'y a pas de... Bon. Mais en revanche, bon. Donc moi, c'était vraiment l'inverse. Je me suis dit, il faut que je trouve l'équipe, le gros marché, le marché où il n'y a pas de disruption et comment je vais le disrupter pour que ça marche. De façon très insolente, excusez-moi. Moi, je pense que je dois être la plus âgée de vous tous. Moi, j'ai bossé, j'avais pratiquement 20 ans d'expérience derrière. La prise de risque, j'aime bien, mais j'ai l'insolence de croire que je le fais pour que ça marche, quoi. Donc, voilà, je tue un peu l'ambiance, là, excusez-moi. Pas du tout, grande ambition, quoi. Ouais, grande ambition. L'ambition, c'est de devenir numéro 1 en France et de devenir numéro 1 en Europe. Et de tuer le chômage, quoi. On ne t'excuse pas pour ça, au contraire. On leur dit ambition à tous. C'est clair. Moi, je ne faisais pas ça pour... voilà. Donc, j'ai l'équipe. Le CTO, c'est un de mes potes. On s'était rencontrés par hasard sur un terrain d'aviation. Et il est passionné d'aviation, il pilote. Et moi, j'étais là, bon voilà. Et en fait, on a sympathisé. Et puis, on n'avait jamais pensé qu'un jour, on pourrait faire un truc. Puis un jour, il m'a vu partir chez Kype à Hambourg. Et lui, il se faisait chier, il était freelance, il n'était jamais allé à l'école, parce que bon, sa vie avait fait qu'il n'était jamais allé à l'école. Il était autodidacte, pur autodidacte, et puis il faisait des trucs de ouf. Et puis à un moment, je sais pas, tu vois, la vie a fait qu'à un moment, moi je rentre de Hambourg, on a vendu Kype, moi je dis, je vais chercher un job, j'ai des super beaux jobs qui se présentent. Et puis à un moment, on se parle dans une soirée, et puis il me dit, tu crois pas qu'on pourrait faire un truc ensemble? Je dis, bah ouais, pourquoi pas, mais je sais pas encore. Attends, voilà, donc vous voyez vraiment le truc. Le CMO, le marketing, on s'est rencontrés dans une soirée, 2 mois avant de lancer Kappa. Puis on a échangé, il y a eu un fit comme ça. Je me suis dit, putain, ce mec, il a une façon de voir la vie
pas encore le marketing, mais il a une façon de voir la vie qui m'intéresse. Florian, donc il déteste quand je dis ça, le petit bébé de la bande, mais en fait, il sortait de l'ESSEC, il était en stage chez le fonds d'investissement, qui était mon fonds d'investissement chez Kype, et on se croisait dans les couloirs, et je trouvais que ce mec était brillant. Et un jour, il vient me voir, il me dit « Stéphanie, j'aimerais monter ma boîte. » Je lui dis « Honnêtement, Florian, et excusez-moi là, je lui dis « Mais honnêtement, Florian, tu as 22 ans, tu sais rien faire. Viens avec moi, on va monter un truc, je vais tout apprendre. Et une fois qu'on aura vendu Kappa, je pense que tu auras tout pour monter la tienne et déchirer. » Il m'a dit « Ouais, t'as raison. » Voilà. Et donc, vous voyez la vie, quoi. La vie, les rencontres. Donc, encore une fois, soyez curieux, intéressez-vous à ce que les autres font. Parce qu'à un moment, je sais pas quoi, voilà, ça se crée comme ça. Bon, voilà. Donc, j'ai l'équipe, j'ai pas l'idée. Vous voyez le personnage aussi. Hein, donc ça se crée comme ça. Non, mais je veux dire, c'est vrai que tu as une personnalité atypique qui font que les gens sont attirés et que c'est pas donné à tout le monde non plus, quoi. Ouais. Et puis tu as ce parcours derrière qui donne... Mais après, en revanche, alors là, Alice vient de dire un truc quand même. Moi, ça faisait 22 ans que je bossais avant. Ça faisait 22 ans que je me disais qu'un jour, je dirigerais une boîte. Donc ça faisait 22 ans que je créais les opportunités. Ça faisait 22 ans que je créais les rencontres. Ça faisait 22 ans que je me créais mon carnet d'adresses. Ça faisait 22 ans que je travaillais comme une conne. Non, mais je le dis franchement, quoi. Donc à un moment, Dominique Vidal, pourquoi il est accroché avec moi? Parce qu'à un moment, il a vu que j'avais du courage, que je me mettais en situation de risque et que quand on a fusionné Yahoo et Eurosport, au bout de 3 mois, on était numéro 1 en Europe. Donc j'ai eu des succès aussi derrière moi. J'ai été la première en Europe à faire de la télévision sur mobile. J'ai été la première en Europe à gagner un appel d'offres alors que j'étais un média. Et pour l'America's Cup, et donc pendant 3 ans, pour Alcatel, j'ai créé tous les produits multimédia de l'America's Cup. Donc après, en revanche, je vous dis, hein, c'est dur, j'ai mis plein de choses de côté, quoi. C'est marrant, l'autre fois, je rencontre une copine, elle me dit, elle vient de monter sa boîte, avant elle était salariée, elle me dit, Stéphanie, j'ai plus d'amis. Je lui fais, ouais, je te rassure, moi ça fait 15 ans que j'ai pas d'amis. Non mais je vous le dis franchement, quoi. Voilà, après je suis en train de m'en recréer parce que voilà, Oussama par exemple, j'ai un lien assez proche, Alice depuis, mais parce que maintenant il y a des choses qui nous rapprochent, mais je suis très transparente avec vous, j'ai pas d'amis, j'ai pas d'amis. C'est pas possible d'avoir des amis quand on bosse 18 heures par jour, tous les week-ends, et qu'avant, pendant 3 ans, j'ai fait l'aller-retour à Hambourg. Ce qui m'a fait flipper, c'est le jour où je me suis retrouvée à m'acheter mes fringues à l'aéroport, quoi. J'adore. Non mais, excusez-moi, je vous dis aussi la vraie vie. À un moment, quand on veut réussir, pardon, on s'en donne les moyens, quoi. Vous pouvez pas lancer votre boîte. Alors, soit vous êtes très jeune, et tant mieux, vous êtes chez papa, maman, etc. Et moi aujourd'hui, je le ferai. Vous voyez, pardon, encore une fois, je suis la plus âgée d'entre vous. Mais non, t'es pas la plus âgée en plus. Bon, on en a plein de plus âgés. Ouais, mais aujourd'hui, ce serait là, aujourd'hui, je serais chez ma mère, je lancerais ma boîte et j'irais, quoi. Malheureusement, il y a 20 ans, quand moi j'ai commencé à bosser, ça ne se passait pas comme ça. Il n'y avait pas Internet. Hein. Moi, je vous rappelle, j'ai commencé à bosser, c'était en 93. Internet, ça n'existait pas. Je suis arrivée chez TF1, il n'y avait pas d'ordinateur sur mon bureau. Parce que les ordinateurs, ça n'existait pas dans les boîtes. Donc, pardon, il faut aussi que je me remette au goût du jour, quoi. Mais aujourd'hui, ce sera aujourd'hui, je lancerai mon truc, quoi. Rien à foutre, j'apprendrai sur le tas, je viendrai à The Family. C'est un truc, mais The Family, ça n'existait pas. Donc, il n'y avait pas les bouquins, il n'y avait pas Internet, je pouvais pas aller trouver le truc du mec de SEO qui est une star aux États-Unis et je vais lire tous ses posts parce que je me dis, bon putain, attends, tiens, il a fait ça, ouais, c'est cool, ok, je vais tester ça. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Il faut juste vous rendre compte de ça, quoi. Moi, quand j'ai commencé à bosser, Internet n'existait pas. Quoi, ça commençait... Parle-nous de Kappa un peu, là. Ouais, pardon. Et non, je termine juste l'histoire sur les 4 points parce que c'est hyper important. Je vous le dis, c'est un top secret. Faites ça, pour moi, ça a toujours marché. Donc, je n'ai pas le sujet, je cherche le gros marché. J'en trouve 3 gros marchés. À l'époque, donc c'était il y a 3 ans, je trouve 3 gros marchés. Le e-commerce, l'emploi et les seniors. Le e-commerce, il se trouve qu'à l'époque, j'avais passé des entretiens, j'ai été recrutée pour être DG de Cdiscount, 1 milliard, 1000 personnes. Je me suis dit, bon Stéphanie, quand même, tu ne vas pas péter plus haut de ton cul. Soit tu vas chez Cdiscount comme DG, soit repartir de zéro dans le e-commerce, ça va être chaud, quoi. Donc j'ai éliminé le e-commerce, hein, je me suis dit, chaud. Restait donc l'emploi et les seniors. L'emploi, très gros marché, mais depuis Monster, c'était 97-98 et LinkedIn, c'était 2006. Donc, bon. Et puis les seniors. Le problème des seniors, c'est que je me suis assez vite rendu compte aussi que c'est un marché très compliqué, les seniors, parce qu'en France, on est senior, en France et en Europe, on est senior à partir de 45 ans jusqu'à 110 ans.
Et donc, à l'intérieur des seniors, il y a plein de marchés différents. Je me suis dit, oulala, très compliqué. Marché intéressant, mais très compliqué à adresser. Et après, restait l'emploi. Et là, très gros marché. L'emploi en France, c'est entre 30 et 40 milliards d'euros. En Allemagne, c'est 60 milliards. Moi, je venais d'Allemagne, donc je me suis dit tout de suite, je vais lancer en France, mais dès que ça va marcher, on va pouvoir partir en Allemagne. Ça faisait tout de suite un marché à 100 milliards. Hein. Donc, je me suis dit, très gros marché. Deuxième condition, check. Troisième marché, est-ce que c'est un vieux marché ou pas? Oui, c'est un vieux marché. Oui, c'est un vieux marché. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je suis allée voir ce qui se passait aux États-Unis. Et aux États-Unis, je me suis rendu compte que LinkedIn, très beau succès, 20 milliards, sauf que, en bourse, sauf qu'il y avait des boîtes qui commençaient à faire du matching. Et moi, j'avais eu l'idée, quand j'ai regardé l'emploi, donc je parle de CAPA en même temps, tu me dis si ça va. C'est génial. Et donc, tout de suite, je suis allée voir ce qui se passait aux États-Unis. Réflexe à avoir, regardez toujours, alors, important, benchmark, benchmark, benchmark. Tous les matins, moi, réflexe, tous les matins, j'arrive chez CAPA, qu'est-ce que je fais? Je me mets sur mon site, je regarde s'il marche. Truc basique, je me mets, je fais 4-5 pages, je vais voir si on peut s'inscrire comme candidat, je vais voir si on peut s'inscrire comme recruteur, machin. Deuxième réflexe, toutes les semaines, je regarde mes concurrents, toutes les semaines. Qu'est-ce qu'a sorti Monster? Qu'est-ce qu'a fait Viadeo? Et en général, je suis la personne la mieux informée de Paris sur les trucs, parce qu'encore une fois, le réseau. Donc je sais quand Viadeo va mal, qu'est-ce qu'ils sont en train de sortir, machin, etc. Bon. Donc, premier réflexe, je me dis, bon, ok, j'ai l'équipe, j'ai le marché, l'emploi, gros marché. Est-ce que ma troisième condition est check? Est-ce que c'est un vieux marché? Donc là, Monster, je sais que c'est compliqué pour Monster. Ils sont arrivés à un top, ils font encore du très bon boulot, mais ils ont essayé sur le matching, ils n'y sont pas arrivés. Je vois LinkedIn, je me suis dit, oula les gars, ça va être chaud d'aller sur LinkedIn. En revanche, LinkedIn, c'est cadre sup et cadre dirigeant. Ok, donc qu'est-ce qu'ils font sur les non-cadres? Rien. Ok, non-cadre, 85% du marché dans le monde. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas les ingés, machin, quoi. 85% du marché, c'est les vendeurs, les chauffeurs-livreurs, les machins et trucs. Or, c'est le marché, je me suis dit, punaise, 85% du marché n'est pas adressé par LinkedIn. Ok. Et après, réflexe, je vais voir aux États-Unis. Je scanne tout le marché de l'emploi aux États-Unis. Et là, je regarde que ça bouge du côté du matching. C'est-à-dire, il y a des boîtes qui ont essayé, qui se sont plantées, de faire un algorithme de matching pour mettre en relation le bon candidat avec le bon recruteur. Je vous image, même si je ne le dis pas, mais faire le mythique de l'emploi. Et là, en fait, avant que j'aille voir aux États-Unis, j'avais déjà eu l'idée du matching de l'emploi, du matching. Et donc, je me dis, chaud là, chaud, parce qu'il y a des boîtes qui essaient, qui sont mortes, il y en a d'autres qui commencent à se développer. Et en fait, je me fais le storytelling. Et le storytelling, c'est quoi? C'est Monster, première révolution dans le marché de l'emploi, Monster. 97, Monster a été le seul à avoir l'idée de digitaliser les offres d'emploi. C'est-à-dire les offres d'emploi avant, c'était dans la presse. Monster se dit, la presse, on va la tuer. On va mettre les petites annonces de l'emploi sur Internet. Monster est devenu numéro 1 en 5-6 ans. Deuxième révolution, LinkedIn. LinkedIn, 2006, 2005, 2006. LinkedIn dit, OK, maintenant on va créer un réseau social professionnel. Alors un réseau social, ce n'est pas forcément un site d'emploi, c'est aussi pour faire du business. Mais deuxième révolution sur le marché de l'emploi, LinkedIn. Et là, je sens que la troisième révolution, c'est le matching. Et pourquoi? Parce que derrière, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est que le matching, eh bien, derrière, c'est le big data. C'est de la techno. Or, moi, j'avais le bon CTO pour faire de la techno. OK, vous suivez là, c'est bon ouais, ça? Et donc, je me dis, ça bouge là, le marché américain confirme que mon ressenti, que la tendance, ça va être le matching. OK, troisième point, check. Vieux marché, LinkedIn, ils vont avoir du mal à aller sur le matching. Je vous expliquerai que j'ai eu raison. Monster, ils essaient, mais ils viennent de se planter. OK, on a le marché et on a l'innovation à apporter au marché. Donc, dernier point, quelles innovations va apporter CAPA au marché pour devenir numéro 1? Et là, on est allé, alors là aussi, selon moi, c'est un peu une règle d'or, hein, pardon. On a essayé de faire 3 innovations en même temps. 1, innovation produit. Sur CAPA, pas besoin de CV pour s'inscrire. Ça paraît con. L'idée, elle m'est venue alors que j'étais en train de m'inscrire à Pôle emploi. Je m'inscris chez Pôle emploi, j'arrive, parce que bien évidemment, je me suis inscrite parce que je me suis dit, je vais quand même voir comment ça marche, le bousin, là. Et j'arrive, et là, c'est ouvert, et 9 personnes sur 10 disent, le conseiller, donc vous êtes reçu, hein, alors, machin, vous avez votre CV? 9 personnes sur 10, non, j'ai pas de CV. Et là, je me dis, première barrière au marché de l'emploi, le CV. Donc sur CAPA, on va faire sauter cette barrière, donc aussi sauter les barrières, faire sauter les barrières. Donc encore une fois, ça m'est venu parce que j'étais sur... Donc je me suis dit, OK, CV, mort.
donc on va tuer le CV. Tu peux t'inscrire sur CAPA sans avoir besoin de CV. Donc on a fait, ça c'est une innovation d'usage, ce qu'on appelle une innovation d'usage. Deuxième innovation, une innovation technologique. On va faire le matching. C'est-à-dire que quand vous cherchez un job, vous allez sur un site d'emploi, vous voyez des catalogues d'offres. Ouais, donc je cherche secrétaire bilingue à Paris, ok, je retombe sur 3800 offres, mais dans les 3800, c'est laquelle qui est faite pour moi? Donc là, on s'est dit, on va faire un outil de matching, mais on va pas le faire, on va le faire beaucoup plus intelligemment que ce qui se passe aux États-Unis. On ne va pas faire du matching sur le métier, mais sur les compétences. C'est-à-dire que sur CAPA, ou par exemple sur Monster, on vous dit on fait du matching. Oui, oui, tu es vendeur Paris, je te donne des offres de vendeur Paris. Cool. Sur CAPA, nous on dit, quand tu es vendeur, tu as acquis des compétences. Les compétences, c'est quoi? C'est mise en rayon, gestion de stock, relations clients, tenue de caisse, etc. Et le fait de faire du matching sur les compétences, ça refluidifie le marché de l'emploi. Parce que quand tu as été vendeur avec ces compétences, tu peux faire plein d'autres métiers. Et donc, on va te proposer beaucoup d'autres métiers. Et ça, les utilisateurs trouvent ça super cool. Troisième innovation, une innovation de modèle économique. Quand vous avez les trois, normalement, vous êtes un peu au top. Vous avez de bonnes chances que ça démarre pas trop mal. Innovation de business, je me suis dit, en France, tu as Monster qui est numéro 1, tu as Cadre Emploi numéro 2, ça va être chaud, quoi. Sauf que eux, leur modèle économique, c'est je fais payer le recruteur à l'offre. Et bien nous, on s'est dit, on va enlever cette barrière-là. Alors, c'était beaucoup plus astucieux que ça. Parce que je vais vite, parce que le truc, ça a duré quelques mois quand même. Mais pourquoi on ne faisait pas payer à l'offre d'emploi? Donc, on a dit, nous, l'offre d'emploi, c'était aussi un argument marketing, l'offre d'emploi n'a pas de valeur. Et on dit à tous les recruteurs, vous êtes en train de vous faire baiser parce que vous payez 1 000 € sur Monster, sur CAPA, c'est gratos. Et ce n'est pas l'offre d'emploi qui a de la valeur, c'est la mise en relation avec le bon candidat parce que c'est là que vous allez recruter. Et sur Monster, vous payez peut-être 1 000 €, mais peut-être que vous n'allez pas avoir de mecs qui vont postuler. Bon. Donc, innovation business model, sur CAPA, l'offre d'emploi ne coûte rien et vous allez payer à la mise en relation qualifiée grâce au matching. Et ça nous a permis deux choses derrière, parce qu'il y avait deux idées fortes derrière. On n'est pas seulement arrivé à ce business model économique-là pour faire chier le marché. Premier objectif, c'était bien sûr faire chier le marché et casser le modèle économique de tous les autres du premier coup. Et ça a marché. Deuxième idée, c'était une idée de marketing et de communication. Parce que quand tu vas voir un recruteur, à un moment, le mec, il ne te connaît pas et il va te dire « mais pourquoi CAPA plutôt que Monster ?» Ben voilà, parce qu'on fait ça, ça, ça. Et troisième idée, c'était une idée de SEO. SEO, référencement naturel. Comment je vais être bien référencé sur Google? Le nerf de la guerre encore. On n'en a pas trouvé de mieux pour le moment. Et donc, pour être bien référencé sur Google, il nous fallait beaucoup de candidats et beaucoup d'offres d'emploi. Si on enlevait la barrière du CV, ça veut dire que beaucoup de candidats qui n'avaient pas de CV pourraient s'inscrire sur CAPA. On en a eu beaucoup très vite. Juste pour un chiffre, le mois dernier, 150 000 candidats se sont inscrits sur CAPA. Et il nous fallait beaucoup d'offres. Mais si on faisait payer à l'offre d'emploi, on n'aurait pas beaucoup d'offres. Parce que quand tu payes, tu n'en mets pas beaucoup. Donc on s'est dit, si on ne fait pas payer l'offre, on va avoir beaucoup d'offres. Tout de suite, on est arrivé à 60-70 000 offres d'emploi. Et ça, le fait d'avoir beaucoup de candidats et beaucoup d'offres, ça faisait qu'on montait très vite en SEO. Donc qu'on acquérait beaucoup de trafic gratuitement. Donc après, vous voyez à quel point, quelquefois, un truc qui est une innovation pour disrupter un marché, elle vous sert à la fois pour aller capter des clients, mais elle vous sert pour faire de la SEO, etc. Et donc, il faut penser à toutes ces interactions-là au début pour que ça s'enquille. Est-ce que c'est assez clair ce que je dis ou dites-moi Très clair, super. Ouais, okay. Quand on veut tuer un marché, on arrive, on fait ouais, on y va. Ouais. Sauf qu'à un moment, il y a quand même des freins sur ce marché. C'est-à-dire que les recruteurs, en particulier les grands comptes, les nanas, elles n'ont jamais compris que le monde allait évoluer rapidement. Donc, premier truc qu'elles te disent, c'est « Ouais, mais on aimerait quand même bien voir le CV original. » Alors, quand on te le dit, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, la remise en question permanente dans une start-up. Remise en question. Mais pas trop. Donc, on s'est dit, bon, ok, aujourd'hui, à un instant T, et c'est souvent un instant T, c'est un frein, parce qu'ils n'achètent pas CAPA, parce qu'ils n'ont pas les CV originaux. Donc, ce qu'on a fait, à un moment, il ne faut pas être con non plus, parce que tu peux pas non plus te battre sur tous les plans. Changer le modèle économique, changer la façon de regarder les CV, changer de trucs, etc. Donc, on a lâché sur certains trucs. Alors, sur CAPA, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu t'inscris, on te reconstitue ton CV. Donc, si tu n'en as pas, on te le fait. Et on te le fait beaucoup mieux qu'un CV basique, c'est-à-dire qu'on met en avant tes compétences, ta flexibilité horaire, etc. Et souvent, maintenant, les candidats utilisent le CV fait par CAPA. Mais pour rassurer les grands comptes,
on a donné la possibilité aux candidats quand même d'uploader leur CV original. Donc en fait, ils ont 2 CV sur CAPA. Ils ont le CV CAPA, où il y a beaucoup plus d'informations que sur le CV normal. Mais beaucoup rajoutent maintenant leur CV, et ça nous a permis de rassurer, en particulier les grands comptes. Mais pour le coup, les recruteurs dans les PME, les machins, ils s'en foutent. Mais attention, et là, je le dis, c'est hyper important. Il ne faut pas non plus trop écouter ce que vous disent les gens. Parce que vous pouvez rencontrer 10 personnes, vous allez avoir 10 avis différents. Il y en a un qui va vous dire qu'il faut faire bleu, l'autre qui va vous dire non, le bouton orange c'est mieux, puis l'autre le bouton non, finalement jaune c'est mieux, etc. À un moment, il faut toujours revenir à ses fondamentaux. Moi, quand j'ai pensé à CAPA, j'ai écrit l'histoire de CAPA. Et tous les mois, je retourne voir cette page-là. Et je peux vous dire que CAPA aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on avait en tête il y a 3 ans. Et pourquoi ça marche? C'est parce qu'on a fait des améliorations en fonction de certains retours. Bien sûr, on n'est pas idiot, mais on est resté sur les convictions. C'est-à-dire qu'à un moment, tu ne peux pas non plus... À un moment, on a été tenté, quand tu vas voir un recruteur, 10 recruteurs, 100 recruteurs, et que les mecs te disent « Non mais je comprends rien, ton paiement à la mise en relation, mais je comprends pas et tout. Non mais moi j'ai l'habitude de payer à l'offre, on revient à l'offre. » Mais 1000 fois, on a été tenté de revenir à l'offre. Et 1000 fois, on s'est dit « Mais c'est la plus grosse connerie, parce que si on revient au paiement à l'offre, on va faire ce que fait Monster, et on sera toujours moins bon que Monster. On sera toujours moins bon qu'eux, parce que... Et puis en plus, Monster, c'était il y a 15 ans. Aujourd'hui, ce qu'il faut... Donc, il y a des moments où c'est dur, parce que tu vois que le marché, il est lent à prendre. Mais tu dis, ok, est-ce que je pense vraiment qu'un jour ça va marcher? Nous, tu vois, j'en parlais tout à l'heure, l'année dernière, je t'assure, il y a des mois, pas des jours, des mois, j'avais la tête contre les murs, on faisait plein d'améliorations, ça marchouillait, mais ça ne marchait pas comme moi je l'avais. Et puis là, depuis novembre, décembre, l'alignement des étoiles, là. Non mais, tu peux pas l'expliquer, Et la 3e année dans une start-up, c'est hyper important. La première année, c'est tout beau, tout rose, on fait des trucs, on a 10 candidats qui s'inscrivent par jour, on est les meilleurs du monde. La 2e année, c'est chaud. Et le tournant, normalement, il doit vraiment arriver la 3e année, parce qu'à un moment, il faut aussi se rendre compte si on est dans le bon truc ou pas, parce qu'on ne peut pas s'entêter pendant 5 ans, 10 ans. Moi personnellement, j'ai divisé mon salaire par 8. À un moment, je commence le début du mois, j'ai moins 9 000 sur mon compte. Hein. Donc, tu vois, l'histoire, en tout cas pour moi, elle pouvait pas. Il y a un moment, il faut que ça prenne. Non, mais Bah ouais, c'est la réalité. Je sais pas, je vous donne un retour d'expérience. J'essaie d'être le plus transparent. Puis voilà, c'est ma vie, quoi. Mais donc, tout ça pour dire à un moment aussi, il faut savoir être patient, parce que ça peut pas marcher tout de suite. Et puis là, moi, je te dis, le mois dernier, là, au mois de mars, on a fait 2,5 millions de visiteurs uniques, on a fait 150 000 inscrits. C'est un truc de malade mental. Pendant ce temps-là, Monster en fait 15-20 000. La particularité de CAPA, c'est que comme moi, j'avais bossé pour des fonds d'investissement chez Kype, c'est eux qui m'avaient recruté, j'ai levé des fonds sur PowerPoint, entre guillemets. J'ai levé des fonds, j'avais pas de site, j'avais rien. Mais j'avais l'équipe, j'avais le gros marché, j'avais le vieux marché, et je savais comment on allait le tuer. Si tu te payes, je peux te dire que ça part comme ça. C'est-à-dire, tu te payes 5 000 € par mois. Quand tu te payes 5 000 € par mois plus les charges, c'est 42%, tu es à 7 500. On était à 4 cofondateurs, donc ça fait 8 x 4, 32 000 € par mois. Tu multiplies par 12, tu es à 500 000 quoi. Je peux dire que ta levée de fonds, elles font comme neige au soleil. Donc nous, on a fait le choix. Et puis en plus, je peux dire que ça te met un sacré coup de pied au cul tous les matins. On a fait le choix de ne pas se payer tant qu'on ne serait pas à l'équilibre. Mais après, c'est un choix très personnel. On s'est dit, qu'il faut faire attention. Quand tu fais une levée de fonds, moi je l'ai vécu 4 fois, l'argent part très 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 vite, comme il vous disait avant. Un développeur, c'est entre 70 et 70 K. Tu le charges, tu es tout de suite à 110 K par an. Et ton modèle, il ne marche pas tout de suite, c'est normal. Tu ne fais pas tout de suite 3 millions d'euros par mois. Une start-up, c'est comme ça. Pendant 1 an, tu es flat, après tu as une petite courbe, ça prend, et puis normalement, après c'est exponentiel. Mais avant que tu arrives au moment où ça devient exponentiel, je peux dire que tous les mois, moi pendant 1 an et demi, c'est moi qui ai fait les chiottes dans le bureau. Non mais je le dis, je n'ai pas honte de le dire quoi. Voilà, donc on n'avait pas de femme de ménage, c'est moi qui nettoyais les chiottes. On ne s'est pas payé du tout au début, et après on s'est payé très 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 peu, le SMIC. Voilà, et on s'est dit qu'on attendrait, voilà. Mais pour 2 raisons on l'a fait. Parce qu'on ne voulait pas griller la levée de fonds et qu'on estimait que c'était mieux d'investir dans une équipe tech et dans du marketing. Et deuxièmement, on ne l'a pas fait non plus parce que ça peut devenir assez cool. Tu es là, tu n'as pas de patron, un matin tu te dis « ouais, je suis un peu crevé, je vais peut-être me lever, machin, etc. » Moi, ça fait 3 ans, là, j'ai pas eu un week-end. J'ai travaillé tous les week-ends. Voilà. L'été dernier, on s'est donné 10 jours entre le 1er et le 10 août parce que de toute façon, c'est mort. À Noël, on est parti 24 heures plus le trajet, tu vois, 2 jours. Et
Alors je sais, à chaque fois, mes cofondateurs ils me disent ouais, à chaque fois que tu parles, tu démoralises tout le monde. Je fais non, mais c'est hyper important pour moi d'être conscient de ce que c'est que de monter une boîte. C'est le plus dur que tout. C'est plus dur que tout. En revanche, vous avez des satisfactions qui sont incroyables. Moi, par exemple, être là aujourd'hui, il fait beau, machin, bah, je préfère être avec vous, quoi. Parce que c'est super cool d'échanger avec vous, d'avoir vos retours aussi, comment vous vivez les trucs, parce que moi, ça peut me donner des idées. Bon, voilà. Donc. Pardon, mais c'est... Non, mais t'excuses pas, Steph. On est super contents. Hein. Je pense que... La confrontation avec le marché, elle est essentielle. Hein. Parce que combien de gens, moi, j'ai rencontrés qui étaient tellement persuadés de leur truc, et c'est normal, quoi, qu'on ait tous des convictions dans la vie, on a tous des convictions. On est tellement persuadés de notre truc, sauf que, par exemple, un truc qui est super important pour moi, c'est le time to market. C'est-à-dire que tu peux avoir la meilleure idée du siècle, sauf que si elle sort 3 ans trop tôt, elle sort 3 ans trop tôt, et tu vas mourir, quoi. Donc, il faut sentir le marché. C'est pour ça aussi... en fait, la boucle est bouclée. Pourquoi tu n'as plus d'amis à un moment? Juste parce que tu vis tellement pour ta boîte, tu penses qu'à ça, que machin, etc., qu'à un moment, tu as besoin de sortir la tête de l'eau, donc tu en parles tout le temps et tout. Donc... Tu deviens chiant pour les autres. Hein. Ouais, je pense que tu deviens chiant pour les autres. Oui, mais ça, pour le coup, je le partage un peu, parce que moi, c'est pareil. Hein. Enfin, tu vois, depuis le camping, après, c'est pas forcément juste monter ta boîte, c'est aussi être focus à 500 000% dans ce que tu fais, de ce que tu crées. Et il y a un moment, il y a une décorrélation parce que les gens ne comprennent pas, ta vie pro, ta vie perso, finalement, c'est une seule et même vie. Et tu deviens chiant pour tes potes et tes potes deviennent chiants pour toi aussi parce qu'eux, ils ont des vies finalement assez conventionnelles d'une certaine manière et toi, tu as l'air d'un barge. Et donc, on a moins de choses à se dire et on n'a pas envie que les autres nous renvoient aussi cette image de barge. Donc, ça devient désagréable. Et puis, finalement, tes potes deviennent ton équipe. Et c'est avec eux que tu as envie de passer du temps. Mais surtout que tu vis 24 heures sur 24. Quoi. Ouais. Je vais vous donner un truc aussi qui m'a choquée. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu un amoureux qui était pilote de ligne. Et un truc qui est top quand tu es pilote de ligne, c'est que tu montes dans l'avion, tu fais ta checklist, ton plein d'essence, tu calcules ton poids, ton machin, tu sais que tu vas à Los Angeles, machin, bon. Et là, tout d'un coup, la montée d'adrénaline, parce que tu sais que tu vas être concentré, donc tu prépares ton vol, après tu fais ton vol. Tu arrives, tu es en escale, tu restes 3 jours à Los Angeles, tu remontes, tu rentres. Quand tu arrives à Paris, tu fermes la porte de l'avion, tu as 4 ou 5 jours de repos, tu n'as plus d'avion dans la tête, quoi. Air France, pour toi, c'est rien. Vous allez voir, quoi. Tu bouffes, tu regardes le journal, ou tu regardes une émission. Non, mais pardon, moi, je regarde Game of Thrones. Ouais, Game of Thrones. Bon, je regarde même pas les nanas, les mecs, les machins, les trucs. En fait, j'avais lu un article sur Game of Thrones qui disait que... C'était la meilleure stratégie. Voilà. Exactement. Donc maintenant, quand je regarde Game of Thrones, je ne regarde pas Game of Thrones parce que ça va me faire passer un bon moment. J'analyse les stratégies des clans. Ok ? Je vous donne un autre exemple. Non, mais je sais que c'est tordu. Hein. Non, mais tout le monde fait ça aussi. Enfin, ici, je vous donne un autre truc. Elle, le magazine Elle. Bon, je trouve ça ringard, machin, mais... Je le regarde quand je le tombe dessus, parce que comme j'ai plus les moyens, j'achète plus la presse, hein, je la fais plutôt sur Internet. Non mais vraiment, mais je te dis, quand voilà, je regarde Elle, pourquoi? Pour regarder un peu les tendances. Qu'est-ce qui se passe en mode? Pourquoi tout d'un coup Pharrell Williams, qui a été ringard les 3 dernières années, il revient? Non mais ça vous paraît con, mais quels mots marketing sont utilisés? Je suis dans la rue, je vais faire du shopping. Alors, pour le coup, je vous dis encore, ça va vous faire marrer, mais je fais plus du shopping que pendant les soldes. Et donc, je vais faire du shopping maintenant, mais pour regarder quoi? Regarder les vitrines. Pourquoi Prêt à manger, qui débarque en France, fait ses vitrines comme ça? Regardez comment les magasins sont foutus. Je sais, non mais c'est un truc comme dit Alice, c'est un truc de barge, quoi. C'est-à-dire que j'ai plus la même relation au monde que avant. Et en même temps, c'est passionnant, quoi. C'est un truc de dingue. Uber, ça me fait marrer. Quand je fais l'application mobile d'Uber, je ne fais pas l'application mobile d'Uber pour me commander un taxi, parce que j'aime bien marcher, que ça me vide la tête, c'est le seul moment où ça arrive à me vider la tête. Je regarde l'application mobile d'Uber pour me dire, putain, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser pour l'application mobile de Kappa? Ben oui. Mais c'est comme ça, toute la journée. En devenant entrepreneur, tu es sorti de la matrice, et maintenant tu regardes. Ouais. Exact. Non, mais c'est exactement ça. Et en même temps, je peux te dire, c'est. Alice, je sais pas si certaines de vous comprennent ou si vous nous prenez vraiment pour machin, mais voilà, quoi, c'est les logos. Je regarde les logos des boîtes pour me dire, tiens, pourquoi tel logo est fait comme ça et pourquoi ça a évolué comme ça. Bon, je me suis rendu compte que ça me manquait. Par exemple, je viens voir Oussama une fois par mois.
Donc on a notre petite heure d'échange sur CAPA. Par exemple, Dominique Vidal ou ce genre de gens. À chaque fois, je leur dis qu'est-ce qu'il faut que je lise maintenant ou quel est le blog un peu tendance en ce moment. Donc par exemple, tu vois, là je suis arrivée, ça les a fait rire, mais j'ai pris 3 bouquins, un truc sur Facebook, un truc machin. Par exemple, il m'est arrivé de relire la biographie de Steve Jobs. Honnêtement, c'est pas de la grande littérature. Hein. Mais sauf que moi, ce que j'y trouve dedans, c'est juste à un moment comment il a su résister à certaines pressions pour changer la façon. Vous voyez, j'y trouve des choses par rapport à CAPA, toujours par rapport à CAPA. Mais ouais, honnêtement, depuis l'été dernier, j'avais un peu laissé tomber, juste pour une question de temps, parce qu'à un moment, quand tu rentres à 2 h du matin, tu te dis juste comment je vais faire pour relire et tout. Mais là, je sais pas, je suis à un moment sur CAPA où je me remets à lire beaucoup de bouquins de marketing. Là, j'ai relu le truc de Zappos sur pourquoi il a créé Zappos comme ça. Parce que derrière, mine de rien, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, quoi. Dans le vécu, et moi, dans les questions que vous me posez aussi, ça me permet de réfléchir, mais dans le vécu, des entrepreneurs qui ont réussi dans certains domaines, on arrive à en tirer de la substance. Et puis après, je lis aussi des bouquins super théoriques sur le lean management, sur ce genre de choses, pour voir si moi, sur CAPA, avec la routine, j'oublie pas des choses. Honnêtement, vous trouvez tout dedans. Ça aussi, tu vois, ce qu'on disait sur Internet et dans les bouquins, il y a une source d'inspiration. Il y a des recettes, il y a sur ce qu'il faut faire, etc. Alors là aussi, autre conseil. Ouais. Premier principe, le plus important pour vous, c'est vos clients. Personne d'autre. Ce n'est pas vos collègues, ce n'est pas vos amis, machin, c'est vos clients. Donc vous devez sentir vos clients, respirer vos clients. Et surtout, vous devez apprendre à vous en prendre plein la gueule. C'est-à-dire que moi, encore aujourd'hui, pourtant je suis patron de cette boîte, tous les jours, j'appelle 40 personnes au téléphone. J'appelle. Et je demande, tiens, vous êtes candidat, comment ça s'est passé, machin. Mon numéro de téléphone est pratiquement disponible partout. L'autre fois, j'ai une dame qui m'appelle, elle partait à l'école pour déposer ses enfants, elle était à Pontcharra, et elle me dit, voilà, je me suis inscrite sur CAPA, je n'ai pas travaillé pendant 13 ans, je cherche un poste de femme de ménage, est-ce que vous pouvez vérifier que mon compte est bien fait? Et à la fin, je suis restée un quart d'heure avec elle, elle me dit, écoutez, on ne m'a jamais parlé comme ça depuis 13 ans. Et bien ça, c'est un client gagné à vie. Voilà. Donc ouais, ça prend du temps, ouais, c'est dur, mais ça, c'est la clé. La clé. Le plus important pour vous, c'est vos clients. Et les clients sur CAPA, c'est un peu particulier, on est une marketplace et on a à la fois des candidats et des recruteurs, d'où aussi le problème la poule et l'œuf. Est-ce qu'il vaut mieux avoir des candidats que des recruteurs? En fait, il vaut mieux avoir les deux, donc ça c'est la merde. Nos clients, en fait, c'est tout le monde. C'est tous ceux qui se servent en tout cas, moi, dans ma façon d'aborder, c'est même la personne qui est femme de ménage à Pontcharra, qui n'a pas travaillé depuis 13 ans, et ben elle, je lui parle comme quand je vais voir le numéro 2 de GDF. Parce que elle va parler de moi à 10 personnes derrière. Donc ça, et soyez très, très, très humble. Hein. Très, très, très humble. Ne pensez jamais que la femme de ménage à Pontcharra, ce n'est pas de votre niveau. Au contraire, c'est elle qui va vous faire les meilleurs retours sur votre produit. Donc ça, soyez très, très humble là-dessus, parce que combien j'en ai vu qui pétaient des plombs en disant « t'es gentil, j'ai fait un deal à 100 000 », ouais, c'est ça. Sauf que le jour où tu as un client comme ma femme de ménage à Pontcharra, eh ben, qui paye quoi? En fait, on est une place de marché, et c'était assez rigolo parce que là aussi, non, je vais passer l'histoire, autrement ça va être trop long. Nos premiers clients sont les recruteurs. Donc les recruteurs peuvent déposer leurs offres d'emploi gratuitement, autant qu'ils veulent. Ils vont recevoir des profils matchés, ils peuvent les consulter, mais il n'y a pas les coordonnées des candidats. Donc ils peuvent voir la qualité du service. Je dépose une offre, je cherche un ingénieur Citrix à la Société Générale. Hein. En temps réel, je te match 10 profils d'ingénieurs Citrix à Paris qui en plus ont bossé au Crédit Agricole. Donc là déjà, tu as l'effet waouh pour le recruteur qui se dit waouh, quoi, comment ils font ça? Alors, comment ils font ça? C'est les 3 ans de boulot. Et les mecs sont dispo? Oui, les mecs sont dispo parce qu'on a rajouté sur l'algorithme de matching du scoring. C'est-à-dire qu'on ne propose aux clients que les mecs actifs à un moment T. Donc, pareil, ça, on l'a découvert un peu après. Ça, par exemple, ce n'était pas une idée de départ. Ouais. C'était pas une idée de départ. Ça, toujours pour améliorer le service. Et donc, le recruteur va payer pour être mis en relation avec les candidats. Pour être tout à fait transparent, on teste plein de choses. On teste, est-ce qu'il est mis est-ce qu'il a un accès à la plateforme et il paye que pour la plateforme. Aujourd'hui, et ça marche très bien, t'es recruteur, tu viens sur CAPA, tu déposes tes offres, c'est gratuit, tu reçois des profils matchés, c'est gratuit, et si tu veux recruter, tu payes 99 € le mois pour avoir accès à toute la plateforme CAPA. Et là, en ce moment, on est en train d'exposer les chiffres avec ça. Mais avant, on a testé, par exemple, un nombre de CV. Tu peux acheter soit 5 CV, soit 10 CV, et on s'est rendu compte que c'était compliqué. Donc, tu vois, on teste. Mais peut-être que dans 3 ans, on changera parce qu'on sentira que le produit est plus prêt. Bah, comme tout le monde, au début, quand tu as tes revenus qui ne viennent pas tout de suite, tu commences à paniquer. Donc, on a mis de la pub sur le site.
parce qu'on avait beaucoup de trucs. Mes revenus, ils viennent aujourd'hui, mais c'est en train de s'inverser là, et là c'est très récent, ils viennent aussi des grands comptes. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu débutes ta boîte, tu te dis, il est où l'argent? L'argent, il est quand même beaucoup plus à la Société Générale que chez le plombier chauffagiste qui va recruter un mec dans l'année. Donc on a fait beaucoup de démarches auprès des grands comptes, etc. Et là, on est en train d'inverser. C'est-à-dire que les revenus online compensent les revenus des grands comptes que moi, je suis obligée de traiter en tête-à-tête parce que les grands comptes, c'est très particulier, ils ont des demandes particulières et tout. Mais ce n'est pas le cœur du business. Le cœur du business, et la société aura de la valeur. Ah oui, on n'a pas parlé de ça. Toujours garder en tête qu'est-ce qui fera la valeur de votre société. Encore une fois, c'est très personnel. Hein. Vous pouvez faire votre société de nourriture pour les furets, vous allez super bien gagner votre vie, vous allez rester tout seul, machin. Bon, il se trouve que nous, chez Kappa, on a fait une levée de fonds. Moi, en permanence, j'ai aussi qu'est-ce qui va faire la valeur de la boîte. Qu'est-ce qui va faire que cette boîte, elle va valoir 10 ou elle va valoir 1000. Il y a un truc. Il y a un truc sur Kappa, c'est que si on arrive à faire 10, 20, 30 millions d'euros avec les grands comptes, ce sera bien. Mais la boîte, elle vaut zéro. J'exagère. Mais la boîte, elle ne vaut pas grand-chose. En revanche, si on arrive à faire seulement 10 millions d'euros avec les TPE qui viennent toutes seules sur le site, qui recrutent toutes seules, là, la boîte, elle vaut 1000. Donc, encore une fois, vous voyez, il y a aussi une démarche, en fonction de ce que vous voulez pour votre boîte. Hein, c'est, si on avait dû copier Monster, et même si on y arrivait, d'abord, on y arriverait moins bien qu'eux, parce qu'on n'est pas 9, je ne sais plus combien ils sont dans le monde, 10 000 dans le monde, on n'a pas 15 ans d'expérience, etc. Et surtout, la boîte, elle ne vaudrait rien, parce qu'aujourd'hui, Monster l'a fait avant, elle ne serait pas disruptive. Donc nous, pour que la boîte vale très cher, il faut qu'on arrive à démontrer que Kappa est l'outil online et la place de marché online de recrutement des petites boîtes. Parce que partout dans le monde, c'est pareil. En France, il y a 40 boîtes du CAC 40, il y en a à peu près 120 dans le SBF, mais il y a 3 millions de petites boîtes qui, jusqu'à Kappa, n'avaient pas d'outils pour recruter. Sauf que c'est super compliqué de faire venir une petite boîte qui ne te connaît pas, qu'elle achète toute seule, de la réassurer, etc. Mais quand tu as réussi ça, voilà. Donc, c'est clair ce que je viens de dire ou pas? Pensez toujours à ça. Si vous copiez ce que fait quelqu'un d'autre, ok, cool, mais votre boîte, elle ne vaut pas grand-chose, quoi. Donc, c'est comment vous allez... Bon, ouais, c'est clair, donc c'est bon. Super. Non, mais il y a autre chose aussi, c'est hyper personnel, c'est-à-dire que finalement, tu ne serais pas heureuse autrement. Ouais. Il y a aussi ça. C'est pas une contrainte pour elle. C'est-à-dire que finalement, tout ce qu'elle raconte là, a posteriori, elle se rend compte, j'ai plus de potes, parce que le monde, on va dire, dans la normalité, j'ai un peu caricaturé, t'as un autre style de potes, évidemment. Mais non, mais faut aimer ça. Ouais. C'est tout, je veux dire. Non, un truc dont je me suis rendu compte très tard, c'est que je ne fonctionnais qu'à l'adrénaline. Ouais. J'ai besoin d'avoir. Et c'est dur parce que quand tu es dans une boîte, un jour tu as une bonne nouvelle, tu peux avoir une super bonne nouvelle et 10 minutes après, tu peux en avoir une super mauvaise, quoi. Ça, c'est de l'adrénaline pour moi. Donc moi je me suis rendu compte que mon individu, mon corps, fonctionnait à l'adrénaline. Ouais. Dominique Vidal, celui dont je vous parlais chez Index, un jour il m'a dit ça. Et en fait, c'est lui qui me l'a fait découvrir. Il m'a dit, mais Stéphanie, tu ne pourrais pas vivre autrement, quoi. Parce que le sentiment, pour moi, d'être vivante, c'est de ressentir des émotions très fortes. Ouais. Et tu ne ressens ces émotions très fortes que quand tu es sportif de haut niveau ou quand tu es entrepreneur. Ça, en revanche, j'en suis assez persuadée. Ouais. Un sportif de haut niveau, il va marquer un but et puis après, pendant 3 mois, il va machin. Tu ressens des trucs de ouf, quoi. Et ben, un entrepreneur, je t'assure, un entrepreneur, c'est ça. C'est comme... Alors, et ça, super belle comparaison. En revanche, pourquoi j'ai plus d'amis aussi? Parce que j'estime que quand tu commences à monter une boîte, c'est comme si tu courais un 100 mètres sur un marathon. Donc, tu dois être en super forme, tu ne dois pas tomber malade. Encore une fois, je suis dure, mais donc je fais gaffe à ce que je bouffe. J'essaie de faire gaffe pour me donner de l'énergie au corps. Je fais attention à dormir, etc. Mais ce qui est vrai, ta question est super bonne. Je pense que ça m'appartient. Mais je pense que pour être entrepreneur, il faut aimer l'adrénaline et il faut savoir gérer ces trucs comme ça, quoi. Tu vends un truc à 10 000, tu dis ça y est, j'ai fait mon mois, et puis 3 minutes après, tu apprends que ton plus gros client va te planter. Et c'est comme ça toute la journée, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il faut aimer ça hein, pour résister. Mais c'est pareil. Hein. C'est ça. Oui, moi je me retrouve. Ouais. Je kiffe. C'est marrant parce que je trouve que c'est une belle conclusion parce que c'est tellement ça. C'est tellement ça. Après, je suis d'accord,
pas donné je à suis tout le venue monde. ici pour vous dire la vérité. Oui. Après, je pense que chacun gère avec son caractère et que c'est pas du tout... Bien sûr. Autant le truc A, B, C, D pour lever une levée de fonds, pour faire une levée de fonds, ça, je suis sûre que ça marche à tous les coups. Donc ça, c'est vraiment un truc, notez-le. Autant ce que moi, je ressens, c'est très particulier, mais en tout cas, c'est ma vie depuis 3 ans. Je pense qu'elle est très, très impatiente. Quand j'ai lancé Kappa, j'avais 3 cofondateurs, on est 4, et j'ai des investisseurs avec qui j'ai une relation vraiment de confiance. Mais à tes investisseurs, au début en particulier, tu ne peux pas tout dire. Et puis, c'est une histoire vraie, et je suis assez émue de vous la raconter, parce que je crois que je ne l'ai jamais dit. Et puis, quelques mois après, Alice m'appelle. Et elle me dit, Stéphanie, est-ce que tu peux venir un soir chez The Family? On aimerait bien que tu expliques pourquoi Kappa a démarré comme ça. Et avec Alice, on s'était croisés quelques fois, mais bon, c'est quelqu'un pour qui j'ai du respect. Et je lui dis, bah, bien sûr, Alice, pour toi, il n'y a pas de souci, tu peux compter sur moi. Et Alice m'envoie un message, un SMS en disant, Steph, je suis désolée, je ne serai pas là ce soir, je pars à Amsterdam. En revanche, t'inquiète pas, tout est prévu, machin, et tu demandes à parler à Oussama. Je ne connaissais pas The Family. Avec Alice, on s'était parlé 2-3 fois. Et donc, je débarque et je croise Oussama qui est là à côté de moi, qui est un peu comme ça. Bon. Et puis, il me pose des questions et je dis, putain, elles sont intelligentes. Oui, il est smart, elles sont intelligentes ces questions. Et on se revoit, je dis à Oussama, mais est-ce qu'on pourrait déjeuner tous les deux? Et on se revoit, et là, il me donne 2-3 conseils, 2-3 types. Puis il est super bon en storytelling, Oussama, alors tout passe bien. C'est un merci à The Family, parce que entre Alice et Oussama et Nicolas, de façon beaucoup moins proche, mais j'ai pu me confier en particulier à Oussama à des moments de dépression, où tu dis putain mais c'est pas possible, quoi. Là c'est pas possible, je vais péter un câble, c'est pas possible, j'ai trop bossé, pourquoi ça marche pas, pourquoi ça marche pas, pourquoi ça marche pas. Et là Oussama, tu vas le voir et te dis non Steph, regarde, tu fais 2 millions de mecs par mois, machin, ça va venir, mais fais un peu ça. Et ben ça a été ma soupape ça a été ma soupape. Et c'est pas du fake parce que aussi quand tu es entrepreneur, tu peux pas te confier à tes salariés, hein. Tu vas pas leur dire bon les gars ça va pas, tu peux pas te confier forcément à tes associés. Alors moi je me confie beaucoup à mes associés mais quelquefois trop, donc tu vois c'est dur aussi, il faut gérer la relation avec tes gens. Avec mes VC pour le coup, moi ça se passe très 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 bien, j'ai une vraie relation de confiance et je peux leur demander leur avis. Mais il y a des trucs un peu plus perso, tu vois, où ben voilà. Donc Alice et Oussama ont su être là au moment où il fallait, et puis moi aussi. J'ai su leur demander de l'aide au moment où il fallait. Ça, c'est important de savoir demander de l'aide. Parce que quelquefois, voilà. Et puis, on en parle avec d'autres entrepreneurs, où là, on n'est pas sur les mêmes marchés, on n'a pas la même vie, on n'a pas les mêmes angoisses au même moment, parce qu'à un moment, il y a un mec, ça marche super bien pour lui, il dit « Ouais, ça y est, j'ai lancé le truc et tout ». Toi, tu dis « Bon, ok, si ça marche pour lui, bon, ok, je vais voir, etc. » Donc, on partage pas mal entre nous aussi, et ça, c'est important. Donc, mais savoir se confier... Moi, je demande souvent, là, tu vois, par exemple, je vais te dire, la semaine prochaine, on va t'envoyer un dev parce qu'il veut voir un truc sur Android, etc. Donc, sur des trucs, on a su se créer des liens de confiance, parce qu'on n'est pas sur le même marché. Hein. S'il y avait un concurrent ici, je ne dirais pas tout ça, quoi. Mais quand on n'est pas du tout sur le même marché, il y a une solidarité qui a su être créée par The Family, qui fait qu'on sait se parler, parce qu'on vit tous des stades différents à certains moments. Mais voilà. Bon, et nous, on est super fiers d'avoir des gens comme Steph, évidemment, parce que ça fait partie des boîtes les plus avancées. On ne pensait pas du tout, c'est elle qui nous a ouvertes au fait qu'on pouvait aussi intéresser ce type de boîte plus mature le jour où elle est venue, parce que je l'avais invitée en tant que mentor, en fait, à venir raconter, partager son parcours. Là, on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi intéresser des boîtes comme ça. Et du coup, ça tire vraiment vers le haut l'ensemble, parce qu'elle est capable de pouvoir faire des liens entre la réalité de ce qui lui est arrivé, de ce que Oussama raconte, et ça a un effet miroir par rapport aux autres boîtes beaucoup plus jeunes qui disent « Ah ouais, elle aussi, elle dit que c'est vrai, donc ah ouais, ça doit être encore plus vrai », et donc un effet d'entraînement, quoi. Et voilà, donc on est super contents. Steph, Chambé, merci. Je vous remercie beaucoup. Hein.